Bonsoir. Alors si je dis caravelle, il y en a qui parleront de bateau. Alors vous aurez raison, hein, ne partez pas. Et il y en a d'autres qui parleraient d'un avion qui à lui seul a révolutionné l'aéronautique moderne, le destin de l'aéronautique française et européenne. Bref, c'est le grand-père qui a tout appris aux genoux qui, début 2000, s'amuse à faire des A380 pour montrer qui a la plus grosse. Mais bref, posons un petit peu de contexte. Fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est en ruine. Voilà, plusieurs années d'occupation, les industries sont à l'arrêt depuis 5 ans, donc naturellement quand ton pays ne produit rien, le développement, il ralentit aussi. Et ce, contrairement aux Anglais et aux Américains qui, eux, n'ont pas été occupés, qui ont tryhard comme jamais en plus pour fournir l'effort de guerre, qui n'ont qu'à être modifiés pour fabriquer des avions civils. Bah oui, en fait, on espère à l'époque un boom de la demande de l'aéronautique civile pour transporter du coup des passagers. Et là, forcément, les entreprises, elles sont chaudes patates. Du coup, ils se motivent et ils développent des machines. Chez les Ricains, t'as notamment le Lockheed Constellation qui sort d'usine en 1945. Les mecs n'ont pas le temps, hein, vraiment, c'est terrible. En plus, c'est l'époque où Lockheed, ils se mettent vraiment à péter un câble, ils ont fait le P-38, ils se sont super chauds. C'est vraiment à partir de cette époque que chaque avion qu'ils vont faire va révolutionner l'industrie. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En concurrence directe avec Lockheed, t'as Douglas, qui va faire un peu plus tard le DC-6 en 1947, qui a justement une base dérivée d'un avion militaire, ce qui rend du coup le développement plus simple et moins coûteux. Côté britannique, c'est un tout petit peu plus loin encore, mais ça arrive assez vite. En 1948, t'as le Vickers Viscount qui sort et qui fait ses premiers vols. Et les Français dans tout ça, qu'est-ce qu'ils font C'est vrai ça, ils font quoi? En vrai, je suis mauvaise langue. Ils ont fait le SO-30 Bretagne. Il entre en service en 1945. Alors, il est très beau, hein. Il est bien. Il est trop beau pour son époque. Voilà. Sa conception date quasiment d'avant-guerre. C'est pas dingue, il va pas très vite, pas très loin. Par contre, il était pressurisé. Ça, pour l'époque, c'était quand même assez innovant. Et nous voilà déjà à la pointe de la technologie. Avec un avion à piston, vraiment. En tout, ils en produiront 45. C'est pas... Bon, c'est nul. Voilà, clairement. Surtout qu'à l'époque, t'as Douglas qui sort des avions par milliers, puis qu'est-ce qu'ils achètent Air France? Du Lockheed Constellation, du DC-6, du DC-3, enfin bref, tout ça pour vous dire que l'industrie aéronautique française à l'époque, ils sont à la ramasse, très clairement. Donc que faire? Rattraper 10 ans de technologie en quelques mois? C'est exact, et c'est ce qu'ils vont faire, littéralement, vraiment. À l'époque, les leaders en matière d'aviation civile, ce sont en partie les Anglais. Et pour mieux comprendre en quoi ils sont meilleurs, il faut que je vous explique quand même 2-3 petites choses. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre un turboréacteur et un turbopropulseur? Le turboréacteur, que je vais appeler moteur de jet parce que c'est chiant à dire, c'est une turbine qui aspire de l'air avec une soufflante. La soufflante, c'est la grande hélice à l'avant des réacteurs. Cet air est aspiré et se retrouve dans une chambre de combustion qui fait chauffer l'air avec le carburant, ce qui dilate le tout. Cet air dilaté est ensuite expédié à l'arrière du moteur, ce qui génère de la poussée. Bon, c'est une explication très grossière, mais vous voyez le principe. Et les premiers moteurs de jet mis en service ont été faits par les nazis. Voilà. C'était le Messerschmitt 262 avec ses moteurs Yumo 004. En fait, c'est pas la grosse bande de NAS qui a créé l'idée du jet. En fait, ça vient plutôt d'un anglais qui s'appelle Frank Whittle. Je raconterai l'histoire de ce mec un jour, c'est un giga de chat, mais bref, c'est pas le sujet. Les avantages des jets, c'est les vitesses atteignables qui sont bien plus importantes que les moyennes de l'époque. Quand un Spitfire allait à 650 km/h en pointe, avec son V12 Merlin, donc en moteur à piston, le ME262 allait à 870. Or, les connaisseurs qui vont tomber dessus, ils vont me dire « Ah, le Spitfire il se traînait le cul, gna gna gna, le P51 allait plus vite, oh !» Je vulgarise, ok? Les turbopropulseurs, de leur côté, qu'on appellera turboprop, parce que c'est plus simple encore une fois, ça arrivera un tout petit peu plus tard, parce qu'en fait ça dépend en partie du moteur de jet. En fait c'est une turbine qui tourne très vite, donc même principe qu'un moteur de jet, sauf que au lieu de faire tourner une soufflante qui aspire de l'air pour générer de la poussée, la force du moteur entraîne une hélice. À l'époque ce sera une petite révolution, parce que ça rend les avions à hélice plus rapides, capables d'aller plus haut, et ça consomme moins en augmentant la puissance. Donc c'est un avantage assez conséquent par rapport aux avions à piston qui constituent la majorité des avions qui volaient à l'époque. Petit fait intéressant d'ailleurs, les avionneurs anglais et américains devront en premier les turbopropulseurs et non pas les jets, dans l'ordre du coup inverse de leur apparition. Et en vrai, ça se comprend, parce que les turboprops en fait c'est plus simple à développer, ça a moins de contraintes, ça chauffe moins. En gros, ça a pas mal d'avantages par rapport au jet, bien que la vitesse soit réduite. Ce qui mènera du coup les Anglais à faire le Vickers Viscount du coup, qui fait son premier vol en 1948, qui lui est équipé de moteurs à turbopropulsion. Ce sera donc le premier avion civil de ce type. On verra d'ailleurs que les Anglais sont assez précurseurs dans les motorisations. On en reparlera.
Chez les Ricains, ça arrivera un peu plus tard, voire même carrément plus tard. En 1955, ils modifient un Convair 550 sur lequel ils ont mis des moteurs anglais. Bah oui, forcément, les Anglais ont la motorisation. C'était les Napier Eland 6 qui faisaient chacun 3500 chevaux. C'est pas mal, en vrai. Un peu plus tard, les Ricains arrêteront de dépendre des Anglais, hein, il était temps quand même, en faisant leur propre moteur, les Allison 501 D13 sur les Lockheed L188 Electra en 1957. Ça fait beaucoup de chiffres dans tous les sens, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça. Bref, tout ça pour arriver au premier jet civil. Et encore une fois, c'est les Anglais qui prennent le lead. Et ce, avec, et je pense que vous le connaissez, le de Havilland Comet. Quelle beauté! Il fera son premier vol en 1949, soit bien avant les turboprops américains. Quand je vous disais qu'ils étaient en avance, c'est qu'ils étaient vraiment en avance, c'est extrêmement tôt. Sachant que le premier jet anglais, c'est le Gloster E2839 qui a fait son premier vol en 1941, soit seulement 8 ans plus tôt. Je vous promets, un jour je vous ferai une vidéo sur le Comet. Plus tard, en 1957, la première star des jets américains fait son premier vol, et évidemment, c'est le Boeing 707. Et les Français dans tout ça? Eh ben, ils sont pas chômés, hein, vraiment pas chômés. Bon, dis-moi, en 1951, là, t'en es où dans le développement des turbopropulseurs? Mais quoi? Oh non, ne me dis pas que... Oh, que si. Les Français ont pris l'arbre de technologie et ils lui ont fait leur meilleur fuck. Ils ont littéralement skip l'étape des avions de ligne à turbopropulseurs. Ils s'en battent les steaks, ils voient loin. Et c'est en 1951 qu'ils commenceront à discuter sur le développement d'un jet de ligne. Et ça se passera au secrétariat général de l'aviation civile et commerciale. Toujours des noms à la con, hein, d'ailleurs, ça a pas changé. D'ailleurs, en parlant de noms à la con, à l'époque, en France, les entreprises d'aviation sont en fait des sociétés d'économie mixte. En gros, c'est un groupement de plein d'entreprises déjà existantes, généralement des entreprises d'avant-guerre, qui forment donc des conglomérats, avec comme actionnaire majoritaire l'État. Oui, à l'époque, tout est public, en fait. État des sociétés pour chaque zone en France. Il y a tout ça. Voilà, donc toutes ces sociétés à l'écran, c'est assez imbuvable. Donc naturellement, ils s'absorbent avec le temps. En 1957, t'as la SNKZE et la SNKZO qui fusionnent pour former du coup Sud Aviation, nos héros du jour, qu'on connaît pour énormément d'avions. Et en 1958, t'as la SNCAN qui prend le nom de Nord Aviation. Les autres disparaîtront, soit se feront absorber par les deux grands, et en 1970, ils en ont marre, ils fusionnent tout, ce qui donne NSIAS, Société Nationale Industrielle Aérospatiale, qui change de nom en 1984 pour devenir Aérospatiale. Voilà. Notez d'ailleurs que Dassault Aviation ne fait pas partie de ces conglomérats. L'entreprise restera assez indépendante, en réalité. Mais là n'est pas le sujet. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je vous vois depuis tout à l'heure chercher une autre vidéo parce que vous vous faites chier. Restez, les gars, ça va devenir intéressant. Et je vous dis ça simplement parce que ces sociétés ont répondu à un appel d'offres, demandé du coup par le secrétariat général à l'aviation civile et commerciale. Et pour illustrer tout ça, rien de mieux qu'un cahier des charges. Bonsoir messieurs dames, je me suis reconverti en ingénieur. Mais c'est mon taf ça! Oh, retourne faire tes biplans toi! Bon alors, un avion civil, c'est fait pour quoi? Transporter des passagers du fret. Bravo, c'est bien. Allez, il faut un avion capable de transporter 55 à 65 passagers et une tonne de fret. On m'a dit qu'il fallait un moyen courrier? Allez, 2000 km de distance franchissable, ça devrait le faire. Pour les perfs, il faut que ça aille vite et haut. 600 km/h, on ira à 7500 mètres de haut, c'est pas la lune, je pense que ça va. Bon, au moins on ira au-dessus des nuages et donc des turbulences. Un avion régional se doit de se poser partout. Donc il faut un avion qui décolle en 1800 mètres et se pose en 1125 mètres. Et oui, c'est précis. Alors les sociétés concurrentes se bousculent et proposent plein de projets différents. Il y en a deux qui sont sélectionnés. Les deux finalistes sont la SNKZO et la SNKZE, les deux plus tard qui formeront Sud Aviation. La SNKZO propose un projet assez intéressant qui semble être quand même vachement en avance sur son temps. Ça ressemble quand même vachement à un 737, ça non? Et ce 15 ans en avance. C'était vachement visionnaire les Français quand même. Bref, au début ils sont très appréciés par la SGACC, mais de l'autre côté t'as la SNKZE, ils vont aller un petit peu plus en profondeur. À l'époque, on pense que mettre des moteurs à la jonction entre les ailes et le fuselage comme sur le Comet,
bah, c'est une bonne solution. Mais bon, les Français veulent pas trop copier, et ils ont remarqué, en se jetant chez les Américains, un avion un petit peu bizarre, le XB-51, qui a une gueule, mais... Je suis désolé, je le dis souvent, mais vraiment, là, c'est grave. Et la spécificité de cet avion, en fait, c'est d'avoir des moteurs collés au fuselage en dessous, mais quand même à l'extérieur de l'avion, ce qui, à l'époque, est une solution assez peu exploitée. Du coup, les SNKZ, ils se sont dit... Alors, les Américains mettent les moteurs devant. Pourquoi je n'en sais rien, mais on va les mettre derrière, également collés au fuselage, ça fera moins de bruit, ce sera plus confortable. Oui, je sais, j'ai changé de société, maintenant je travaille à la SNKZ, je suis le succès, comprenez-moi. Et la SGACC accepte le projet de la SNKZ. Nouveau nom de projet, X210. Parlons de ces moteurs, tiens, je suis tout aussi curieux à leur sujet que vous. Je vais demander où ils en sont. Allô la SNECMA? Oui, le moteur Attar, est-ce que ça va? Hein, quoi? Puretek, mais qu'est-ce que... La SNECMA est en retard. On a prévu initialement d'en mettre 3. Un sous la dérive et un de chaque côté. Mais cela ne marchera donc pas avec les moteurs Attar. On va devoir... Non. Non, pas eux, non! Non! Ils demanderont aux motoristes anglais de leur fournir des moteurs, les Rolls-Royce Avon, plus aboutis et plus puissants que ceux de la SNECMA. C'est donc un mal pour un bien parce qu'ils auront finalement besoin que de 2 moteurs au lieu de 3 qui étaient initialement prévus. Du coup, ils ont retiré celui qui était censé être sous la dérive, ce qui mènera du coup à la configuration qu'on connaît aujourd'hui. Bon, et le développement, ça se passe comment? Eh bah ça se passe bien, ils avancent super vite, ils ont le moral à fond, ils sont déterminés. On a vu tout à l'heure, ils doivent rattraper 10 ans en quelques mois. D'ailleurs, si on prend le cas général français, ils comprennent vite que pour rattraper leur retard, c'est pas en copiant chez les Américains, les Anglais ou les Russes que ça va mener à quelque chose de viable et d'exportable. Du coup, les ingénieurs, il faut qu'ils réfléchissent par eux-mêmes, ce qui mène parfois à des projets un petit peu, comment dire, spéciaux. Voilà. Je vous promets, un jour je vous ferai une vidéo sur ces avions, ils sont absolument incroyables. Revenons à la SNKZ. Je vous le redis, encore une fois, ils sont énervés. Ils assemblent le premier proto à Toulouse en 1953. Parce que là, tout paraît normal. Sauf que le contrat qui autorise la production des protos, il a été signé 4 mois après. C'est-à-dire qu'ils travaillaient illégalement là, concrètement. Mais bon, ça ne les freine pas dans leur lancée, ils sont pas à ça près. Et ils continuent le taf. Ils finissent le fuselage et la voilure dans le même mois, en mars 1954, soit 1 an plus tard. Ils finissent la structure de l'avion en novembre, et toujours pas le temps, hein, ils testent la pressurisation en décembre. Quelques mois plus tard, ils font les essais de roulage le 18 mai. De base, étaient prévus pour le 31 mai. Bon, ils sont plus à ça près, hein, encore une fois. Et le 27 mai, ils font le premier vol. Mais attendez, il faut vivre l'instant. Le premier vol se passe plutôt bien et dure 22 minutes. Ils ont fait attention, hein, ils sont restés train sortis et les volets sortis également. Parce que bon, ils voulaient pas prendre de risques. Petit fun fact d'ailleurs, le premier vol du coup est le 27 mai 1955, soit 3 ans jour pour jour avant le premier vol du F4 Phantom. C'est tout. Fun fact à la con. D'ailleurs, notons qu'en 1955, c'est une année très importante parce que c'est le premier vol d'un Mirage et également le premier vol d'une Alouette 2. La France a donc rattrapé son retard. Et ça, c'est une super nouvelle. Mais revenons au premier vol. Ces vols auront quelques petits soucis, notamment un qui était qu'ils n'arrivaient pas à rentrer les flaps, simplement parce que les ailes se tordaient en vol avec la portance. Alors, le fait que les ailes se tordent, c'est normal, ça arrive sur tous les avions. Mais dans ce cas-là, ça posait problème. Bon, ils se sont démerdés, hein, et le problème a été résolu au 7e vol. Parlons un peu des spécifications et des innovations de cet avion. Alors déjà, ils ont récupéré le nez du de Havilland Comet. Voilà, parce qu'il existait déjà, hein. C'était moins cher à conceptualiser et plus rapide. C'est pour ça qu'ils ont le même nez. Quand on regarde les deux de face, c'est assez frappant. Ils ont également fait une entrée de l'avion par l'arrière. C'est une trappe qui s'ouvrait qui permettait aux passagers de passer par l'arrière de l'avion, qui permettait du coup un chargement rapide, en plus de pas forcément nécessiter de rampe d'embarquement. Évidemment, il restait les portes devant, mais pour l'époque, c'est pas mal. Après l'embarquement des passagers, évidemment, l'avion décolle.
Une fois en vol, ce qui faisait voler l'avion, ce sont évidemment les ailes. Et les ailes de la Caravelle sont un petit peu particulières. On remarque ces sortes de tôles qui traversent l'aile en largeur. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des cloisons d'anti-décrochage. Comme son nom l'indique, ça permet à l'avion de limiter le décrochage. Que là vous suivez, c'est pas très compliqué. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'avion décroche, suite à un vol trop lent, c'est l'extrémité des ailes qui décroche en premier, parce qu'elles ont une surface plus petite. Comme l'aile est en flèche et que l'extrémité se retrouve à l'arrière, le centre de portance de l'avion avance, ce qui fait monter le nez de l'avion. C'est déjà pas fou comme situation. Et encore, ce n'est que le début, parce que les perturbations du décrochage se propagent sur l'aile, ce qui en fait généralise le décrochage. Et là c'est la panique, Houston, OMG, on va se cracher. Pour éviter cette propagation, ces cloisons d'anti-décrochage isolent ces parties de l'aile. C'était une solution assez utilisée sur les premiers jets de chasse qui justement avaient des ailes en flèche. Aujourd'hui, les avions modernes ont des ailes un peu mieux faites, ce qui rend ces dispositifs globalement inutiles. Du coup, de nos jours, ça n'existe plus. Petite chose également, la Caravelle ayant ses moteurs à l'arrière rendait les flux d'air sur les ailes un peu moins perturbés, ce qui augmentait du coup la performance en tant que planeur. Eh oui, planeur. Le 16 avril 1959, la Caravelle réussit à faire un Paris-Dijon en planant. C'est incroyable pour l'époque. Après le vol, évidemment la Caravelle se pose. Mais petite question du coup, comment est-ce que la Caravelle freinait? Avec des freins, oui, évidemment, bravo. Mais les freins, c'est pas la seule chose qui s'active lorsque l'avion s'arrête. Il y a aussi les aérofreins, que vous avez certainement déjà vus. Mais de nos jours, il y a aussi les inverseurs de poussée. Vous les avez certainement déjà vus ou même entendus. C'est quand le moteur inverse la direction du flux d'air qui sort. C'est souvent pour ça que quand vous vous posez, vous entendez cette remise de gaz. C'est justement les inverseurs de poussée qui sont activés pour aider l'avion à freiner. C'est appelé reverse en anglais d'ailleurs. Et ben la Caravelle n'en a pas. Voilà. Ah oui, c'est le début des années 50, on n'avait pas encore pensé à ça, et encore moins en France. Du coup, on a trouvé une autre solution, honteuse de simplicité, un parachute. Déployé quand l'avion venait de se poser, du coup c'était un petit peu chiant parce qu'il fallait le ranger à chaque vol vu qu'il était réutilisable, mais bon, c'était comme ça à l'époque. Restons d'ailleurs à l'arrière de l'avion. Pour un truc tout con, mais les gouvernes de profondeur, bah naturellement il a fallu les rehausser pour pas qu'elles soient dans le flux d'air chaud des moteurs et que ça fonde. Ils les ont donc rehaussées, mais pas mis tout en haut. Pas comme sur le Boeing 727 ou sur le DC-9, parce que bah c'était plus simple technologiquement. D'ailleurs, pour actionner ces ailerons, comment est-ce qu'on faisait dans le temps? Eh ben, comme sur des vélos, on utilisait des câbles. Alors ça paraît assez artisanal vu comme ça, et ça avait ses limites. Un jet comme la Caravelle est destiné à voler très haut, aux alentours de 10 à 12 000 mètres. Autour de l'avion, il faisait donc très froid, aux alentours de moins 60 degrés. Et quand il fait très froid, bah ton câble de 40 mètres, bah il se contracte. Et tu te retrouves à devoir compenser comme un abruti, parce que ton avion il pique du nez, ou il prend un roulis qui est pas voulu. Bref, c'est générateur de pas mal de soucis. Du coup, ils sont innovés un petit peu, ils ont gardé les câbles, certes, mais pour guider les servomoteurs hydrauliques qui agissaient sur les commandes un petit peu comme une direction assistée, ce qui rendait le pilotage infiniment plus confortable et autocompensé. Dites-vous que bien plus tard, quand le Boeing 707 fera son premier vol, eh ben, il y aura très peu de commandes qui auront cette fonction. Et qu'est-ce qu'ils en pensent d'ailleurs les pilotes de la Caravelle? Eh ben ils l'adorent. La Caravelle est silencieuse, agréable à piloter, maniable, stable. Beaucoup d'avantages assez typiques des avions français d'ailleurs. La France est aujourd'hui reconnue pour la qualité de ses commandes de vol. Sur le Rafale par exemple, beaucoup de pilotes étrangers adorent le manche. Et c'est en partie du coup grâce à la Caravelle. Bon, on a un avion là. Il serait peut-être temps de le vendre. Alors c'est Air France qui achète en premier, c'est un avion français, c'est normal. Et ça peu de temps après le premier vol. Première commande donc de 12 appareils, c'est un petit début. Mais assez vite, en Europe, l'avion aura son petit succès. Notamment, t'as SAS qui fait aussi des commandes. Il y a Finnair et Alitalia un petit peu plus tard aussi, ainsi que Air Algérie. Alors l'Europe c'est bien beau, mais à l'époque ce qu'il faut viser c'est le marché américain. Après une tournée en Europe en 1956, en 1957 la Caravelle traverse l'Atlantique et fait sa tournée en Amérique. La Caravelle commence par le Brésil, où elle obtient un premier contrat avec la compagnie Varig qui achète 2 avions. Alors c'est pas beaucoup, certes, mais c'est quand même un petit début. Mais le contrat le plus décisif est à venir. La Caravelle continue sa tournée et se retrouve à New York.
Les Américains l'aiment bien, mais ils sont encore un petit peu rattachés à leurs vieux avions. Ils considèrent que les lignes qui est destinées à desservir la Caravelle sont trop courtes pour un jet. À l'époque, ils préfèrent les avions à hélice, notamment un avion qui est sur le point d'être mis en service, le Lockheed Electra. Évidemment, l'avion est américain, ça aide un petit peu dans les contrats. Donc pour la Caravelle, ça va attendre un petit peu. Le marché américain, en fait, n'est pas prêt. Mais en 1960, il y a United qui, dans un vent de fraîcheur, se dit qu'il serait peut-être temps de passer au jet moyen courrier et au jet long courrier. Le Boeing 707 vient d'être mis en service pour le long courrier, donc l'entreprise achète les deux. La Caravelle pour les courts et moyens courriers, et le Boeing 707 pour les longs courriers, transatlantiques et autres parts dans le monde. À l'époque, pour l'image de marque, c'est super, ça rajeunit. Et en plus, un jet français, c'est la France, c'est la classe, tu vois. Ils commandent du coup 20 avions, et 20 autres en option. C'est pas mal. Mais tout cela n'est pas sans contrainte pour la SN Caso, entre-temps d'ailleurs devenue Sud Aviation. La production à l'époque reste assez artisanale, dans des usines assez grandes, mais face à un Douglas ou un Boeing, non, ça fait pas le poids. Du coup, pour assurer la production si jamais Sud Aviation n'arrive pas à tenir le contrat, ils font un accord avec Douglas pour produire des avions sous licence aux States. Mais là, ça devient le bordel pour deux raisons. La première, c'est un truc assez anglo-saxon. C'est ces putains d'unités de mesure de merde, les pieds, les pouces, oui je sais, je suis en chaussettes, bref, il faut tout redéfinir, refaire les plans, mettre tout en inch, tout en foot, je sais pas quoi, c'est de la merde. En plus aussi de la barrière de la langue. À l'époque, les Français, ils parlent anglais comme François Hollande. Voilà. Et deuxièmement, t'as United qui a des spécifications techniques à apporter à l'avion. Ils veulent des hublots plus grands, par exemple, et l'aérodynamique générale améliorée. Et puis il faut standardiser un maximum les pièces qu'on doit remplacer fréquemment pour rendre l'entretien plus simple et moins coûteux. Mais bon, après un travail acharné, ils y arrivent. Et une version de la Caravelle sera produite exclusivement pour United, la Caravelle 6R. La première ligne que desservira la Caravelle, ce sera celle entre Chicago et New York. Ce sera d'ailleurs le premier jet de ce type à desservir New York. À l'époque, pour une ville de cette importance, c'est stylé. D'ailleurs, la Caravelle sera une source de connaissances techniques des deux côtés de l'Atlantique. Déjà, les Ricains, ils sont vraiment impressionnés par la qualité de fabrication de l'avion. Bien qu'assez artisanal, certains éléments comme les câblages électriques, par exemple, sont super bien agencés, ce qui entraînera plus tard la création de normes aux États-Unis sur la qualité de posage des câbles. Ça augmente du coup naturellement la qualité des avions produits. Et autre point, si on prend la Caravelle plus généralement, le Boeing 727 et le DC-9 sont quand même vachement inspirés de la Caravelle quand même, hein. De l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, ça a pas mal aidé les Français. Premièrement, ça leur a appris à bien vendre leurs avions. C'est tout con, mais quand tu sais bien parler aux compagnies étrangères, ton avion, tu peux le vendre infiniment plus facilement. Ça, pour le futur de l'export français, c'est super. Mais on va aussi parler un petit peu d'entretien. À l'époque, les Caravelles doivent faire une révision toutes les 3000 heures. En Europe, les révisions, elles sont un petit peu longues. Elles prenaient environ 6 semaines. 6 semaines où tu dois payer des gens pour réparer l'avion, où l'avion est cloué au sol donc il génère aucun profit. Bref, c'est long, c'est cher, c'est pas efficace. Et ça, chez United, hors de question, vraiment. Donc en exploitant l'avion, ils ont fait une ou deux petites révisions pour tester, et quand ils se sont bien rodés, ils faisaient la révision en une putain de semaine. genre, à quel moment? Donc les Français qui voient ça font deux malaises et un arrêt cardiaque, un coup de défibrillateur plus tard, ils retournent en France, et ils ramènent les techniques, qui vont développer et faire un petit peu à leur sauce, ce qui apportera aux exploitants européens cette philosophie d'efficacité de l'entretien. Et sans ça, Air France ne serait peut-être pas l'excellent opérateur de maintenance qu'on connaît aujourd'hui. Le développement de la Caravelle va continuer avec les années. En 1962, commencera le développement d'une petite innovation assez intéressante, qui sera l'atterrissage automatique tout temps. Alors comment ça marche? Globalement, l'avion va capter les signaux qui proviennent de l'ILS en bout de piste. Ce sont ces petites lampes là qui disent à l'avion s'il est trop haut, trop bas, trop à gauche, trop à droite, bref. Ils vont connecter les capteurs de l'avion à des commandes, en les programmant en quelque sorte, ce qui rendra l'avion capable de se poser tout seul, dans le cas d'un mauvais temps. C'est le premier avion ligne qui était capable de faire ça. D'ailleurs, petit fun fact sur ce sujet, les pilotes d'Air France ont gueulé quand ils ont appris l'existence de ce développement, en se plaignant que ça leur volerait leur boulot. Voilà, c'est vachement bizarre de la part française de voir travailler, mais bon, le premier avion de l'histoire à s'être posé automatiquement, c'est encore un avion anglais. Hein. Putain, ils ont tout fait, hein, c'est terrible. Hein. C'était le Ferry Delta II en 1958. Les Français iront justement étudier le système avec les Anglais, mais ils préféreront créer le leur de zéro parce que bon, c'est français, c'est mieux quoi, globalement. Bon, les tests seront longs et le premier atterrissage d'un avion en service, ce sera à bord d'un avion de Air Inter et ce le 9 janvier 1969.
Les motorisations évoluent aussi avec le temps. Celle de base sera remplacée par des moteurs américains, les General Electric CJ805, puis des Pratt & Whitney JT8D, qui ont, au fur et à mesure, bien augmenté la puissance et les performances de l'avion. Petit fact d'ailleurs sur le CJ805 de General Electric, il équipait un avion, le Convair 990, qui est le 3e avion de ligne commercial le plus rapide de l'histoire. Voilà, alors vu comme ça sur les images, il paye pas de mine, alors qu'en réalité, il est juste derrière le Tupolev 144 et le Concorde. C'est fou ça quand même, non? Et c'est justement cette vitesse qui le mènera à sa perte. En fait, il consommait trop. Mais bref, revenons à la Caravelle. Ses moteurs et l'optimisation générale de la Caravelle avec le temps vont augmenter son efficacité en la multipliant par 2. Littéralement, voilà, c'est fou, le progrès c'est génial. D'ailleurs, toujours sur les moteurs, un peu plus tard, la Caravelle sera utilisée comme banc d'essai par la SNECMA. Après moult refus de la part de Sud Aviation, ils réussiront quand même à faire des tests, ce qui donne cette image assez stylée d'une Caravelle avec un moteur 10 fois trop gros. La Caravelle fera aussi de la cartographie. La petite protubérance en dessous de certaines d'entre elles, en fait, est une caméra. Cet avion aura cartographié des zones gigantesques. 12 millions de kilomètres carrés chez les Américains, plus d'autres millions de kilomètres carrés dans d'autres pays. Bref, c'est énorme. Et cette pratique de faire la cartographie aérienne n'a pas disparu, d'ailleurs, parce que ça se fait encore. Les images précises que vous voyez sur Google Maps, Bing Maps et tout ça, en fait, ça vient des imageries aériennes, et pas uniquement des satellites comme le pensent certains. Pour un aspect plus scientifique, en 1989 jusqu'en 1995, une Caravelle sera utilisée pour faire du vol 0G. Voilà dinguerie! Wouah! Elle fera en tout 4000 paraboles pour 24 heures cumulées d'apesanteur. Pour faire du vol 0G, structurellement, c'est assez demandant, parce que l'avion doit monter, prendre des facteurs de charge, puis redescendre, puis enfin ramortir derrière, donc c'est pas évident. Alors je veux bien que l'avion soit plutôt petit, mais quand même, aujourd'hui c'est un Airbus A310 qui a pris le relais, donc forcément il est un peu plus moderne et il remplit très bien son rôle. Mais malheureusement, l'histoire n'est pas toute rose. L'avion connaîtra beaucoup d'accidents. En 45 ans d'exploitation commerciale, 53 caravelles seront détruites dans des crashs, tuant au total plus de 1300 personnes. À l'époque, les avions sont infiniment moins fiables qu'aujourd'hui, avec des procédures parfois douteuses. Mais les crashs, bien qu'extrêmement douloureux pour les familles et les proches des victimes, ont permis aujourd'hui à l'aéronautique d'être le moyen de transport le plus sécurisé au monde, sauvant même parfois des millions d'autres vies. Fin de parenthèse triste, maintenant un petit peu plus de chiffres. En tout, il sera produit à 279 exemplaires jusqu'en 1973. Et sa fin sera à la fois triste et ironique. La Caravelle aurait pu être produite pendant plus de temps, mais la concurrence était féroce. J'en parlais tout à l'heure, le Boeing 727 et le DC-9 ont eu un succès monstrueux, même en France. Et rien que ça peut signer l'arrêt d'un programme comme celui-ci. Mais si je vous disais qu'il y avait un autre coupable dans l'histoire? Et oui, le Concorde a tué la Caravelle. La France arrêtant de financer les versions suivantes de celle-ci au profit du supersonique, considéré à l'époque comme le futur de l'aviation. Évidemment, l'histoire vous la connaissez, l'échec cuisant et si triste du bel oiseau blanc, et c'est là où est l'ironie, parce que le dernier vol du Concorde aura lieu en 2003, et le dernier vol d'une Caravelle en 2005. Elle allait moins vite, moins haut, faisait peut-être moins rêver, mais elle a volé plus longtemps. Mais vole-t-elle toujours? On se le demande parfois. C'est elle et la technologie qu'elle a apportée qui a permis la création de son petit frère le Concorde, mais également ses enfants, Airbus. Si Airbus est ce qu'il est aujourd'hui, cette référence mondiale de l'aviation, c'est en grande partie grâce à la Caravelle et au savoir-faire qu'elle a apporté à l'industrie aéronautique française. Certes, elle n'a pas été un succès commercial critique, mais elle a apporté le savoir. Et ça n'a pas de prix. C'est le vieux grand-père qui a tout appris aux genoux, qui, début 2000, s'amuse à faire les A380 pour montrer qui est la plus grosse. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner, enfin bref, la petite chanson.
Je vous demande pas assez de vous abonner, mais en vrai, faites-le. Ça fait plaisir et ça aide la chaîne. J'en ai pas parlé, mais la Caravelle se retrouve dans pas mal de musées. Il y en a au Bourget, il y en a à Toulouse près du Concorde, il y en a dans d'autres aérodromes. Et malheureusement, certaines d'entre elles sont menacées parce que les aéroports veulent s'étendre en faisant de nouveaux hangars pour maximiser les profits. Et vu que les caravelles ne sont pas entretenues pour la plupart, bah ils se disent bon bah qu'est-ce qu'on va en foutre, du coup ils la foutent à la casse. Ce sont des icônes qui détruisent et il faut pas, il faut en prendre soin. Elles sont importantes pour l'histoire de la France et pour l'histoire de l'aéronautique en général. Si vous pouvez agir, faites-le. Allez, fin de parenthèse, je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo, normalement. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, la bise.